Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo sur le domaine continental et sa dynamique, qui est le thème 1B du cours de Terminal S. Et on va s'occuper cette année de toutes les terres émergées, y compris les reliefs que vous voyez ici, l'Himalaya ou les Alpes. L'année dernière, donc c'est important de bien retenir ce qui a été vu l'année dernière dans le domaine océanique, de retenir principalement notamment que le domaine océanique, il y a la création océanique par les dorsales avec production de basalte et de gabbro, donc de matière océanique. Ici les plaines abyssales et ici en bordure par exemple de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Amérique du Sud côté Est, des marges continentales dites passives. Et de l'autre côté, sur nos domaines océaniques aussi, des marges continentales actives, type subduction, par exemple ici à l'ouest de l'Amérique, ou de l'autre côté du Pacifique, sur la côte que se compartent des Aléoutiennes, Japon, Marianne, etc. Donc une fois qu'on a bien défini le domaine continental, on va pouvoir s'intéresser aux caractéristiques du domaine continental. On s'intéressera plus tard à un objet très particulier qui sont les reliefs et avec des indices de raccourcissement. Et puis dans une troisième partie, dans un troisième chapitre, nous étudierons justement le mode de formation de ces reliefs. Donc dans ce chapitre, le but c'est d'étudier d'abord dans un premier temps les caractéristiques de ce qui constitue les terres émergées, et puis de les différencier bien sûr du domaine océanique. Voilà différentes thématiques qui seront abordées entre l'équilibre, la notion d'âge et puis la pétrologie ainsi que son épaisseur. On commence par une première observation de la baie de Grunard en Écosse. On observe dans la baie de Grunard, sur cette petite ligne avec des petits pointillés rouges, le rivage tel qu'il était, en tout cas tel qu'il a été identifié par les paléontologues il y a 7000 ans. Et puis ici, avec cette ligne et des pointillés, des traits rouges, la ligne de rivage d'aujourd'hui, actuelle. Donc il y a une différence d'environ 10 mètres entre les deux lignes. Depuis 7000 ans, donc, le rivage a gagné sur la mer. Donc la question qui peut se poser, c'est comment expliquer ce phénomène de recul de la mer ou de gain du rivage. On ne peut pas encore dire dans quel sens situer ce phénomène. Alors bien sûr, deux hypothèses viennent rapidement en tête, hein. La première qui peut expliquer ce phénomène, la première étant eh bien, soit un retrait de la mer, un abaissement du niveau de la mer, soit un soulèvement des terres, ce qu'on va appeler une surrection. Eh bien, derrière ces deux hypothèses, les paléontologues nous disent que la mer a effectivement vu son niveau varier depuis 9000 ans. Et ici, vous avez une courbe dans laquelle vous avez en ordonnée les variations du niveau de la mer en mètres, avec 0 le niveau actuel, en fonction du temps en milliers d'années depuis l'époque actuelle. Donc cette courbe commence à moins 8000 ans, il y a 8000 ans. Et on voit que durant une première millier d'années, il y a eu une augmentation très forte, une élévation très forte du niveau de la mer, puis une élévation un tout petit peu plus lente et quasiment aucune élévation du niveau de la mer depuis 2000 ans. Ce qui nous fait dire ici, c'est que si la mer a augmenté, a vu son niveau augmenter, automatiquement, la première hypothèse ne peut pas être valable, ou elle peut être valable, mais en tout cas pas dans ce cas-là. Il y a quelque chose qui entre en ligne de compte différent, et donc on va pouvoir dire qu'il y a augmentation, surrection, soulèvement des terres émergées. Alors ici, vous aviez l'Écosse, et on a, et c'est quelque chose que vous retrouverez très souvent, soit en ECE, soit au bac, euh, des mesures GPS de la surrection du plateau scandinave, avec au centre une flèche bien plus élevée que sur les côtés. Et quand on regarde la photo en bas à droite, eh bien, on voit bien ce phénomène de soulèvement, en tout cas de disparition, de recul du rivage vers la mer, donc de plusieurs dizaines de mètres. Donc ce phénomène, alors, il est de quelques millimètres par an. Il ne faut pas se leurrer avec les grandes flèches. C'est pas parce qu'elles sont grandes qu'elles sont obligatoirement très importantes. Simplement pour montrer les différences aux différents endroits. Donc on voit bien, sur tout ce nord de l'Europe, une
surrection du domaine continental, une augmentation, donc un soulèvement progressif en valeur absolue du plateau continental. Donc la question qui se pose derrière, bien sûr, c'est la raison pour laquelle ce plateau se soulève. Alors donc on est toujours dans cette perspective d'une démarche scientifique, on observe quelque chose, on se pose une question ici, comment peut-il se faire? Et les paléontologues ont suggéré, et qui s'est confirmé et qu'on confirmera plus tard avec un modèle, en tout cas l'utilisation d'un modèle. On sait qu'il existait un immense glacier de 3 km d'épaisseur. Il y a environ entre 20 000 et environ 10 000, voire 7 000 ans, un immense glacier qui avait 3 km d'épaisseur. Donc, et ce glacier n'existe plus aujourd'hui. Donc on peut émettre l'hypothèse que ce glacier a pu exercer une surcharge sur la lithosphère et la faire s'enfoncer, comme un bateau s'enfonce dans l'eau au fur et à mesure qu'on le charge, a pu se faire s'enfoncer dans l'eau. euh, et puis, une fois que le glacier a fondu, que la lithosphère se remonte, se ressoulève, une fois que le glacier a disparu. Effectivement, voilà l'identification de cet énorme glacier qui couvre à la fois toute l'Amérique du Nord. Donc parfois, vous pouvez avoir aussi au bac des photos du Canada, où ce phénomène a aussi été identifié. Donc au Canada, où vous pouvez avoir aussi, où il y a eu ce phénomène de surrection du domaine continental. Et ici, vous avez l'Europe et une partie de la Sibérie. Donc vous voyez la taille de cet énorme glacier qui couvrait tout le nord de l'hémisphère nord. Et une fois qu'il a fondu, eh bien, on va pouvoir appeler ça le rebond isostatique post-glaciaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il va nous falloir tout d'abord définir l'isostasie. L'isostasie, c'est donc le fait que la lithosphère continentale repose en équilibre sur la sténosphère qui est plus dense et déformable. Donc ça veut dire que il se crée un équilibre isostatique entre la lithosphère et la sténosphère. S'il y a une surcharge, automatiquement cet équilibre isostatique est rompu et donc la lithosphère s'enfonce. Et de même que si la surcharge disparaît, c'est par exemple la fonte du glacier, cet équilibre isostatique disparaît aussi et donc il y a réajustement isostatique de manière à ce que le système se remette en place. À noter que l'équilibre isostatique, l'isostasie, fait que en tout point de du lien entre la lithosphère et la sténosphère, il y a la même pression. C'est un élément très important. C'est comme pour un bateau, la pression est la même devant, derrière, sur les côtés. Et si on prend maintenant en conclusion la notion de rebond isostatique, c'est un schéma qu'il faut savoir refaire. Donc, on a dans un premier temps une présence d'une surcharge. Ici, c'est une calotte glaciaire très importante qui va avoir un poids suffisant, une masse suffisante pour pouvoir faire s'enfoncer la lithosphère au fur et à mesure de l'accroissement de sa masse. Et donc, on va assister à un phénomène de subsidence. Donc, la lithosphère subside à l'intérieur de la sténosphère, comme un bateau s'enfonce dans l'eau au fur et à mesure que on le charge. Et bien sûr, dans un deuxième temps, si la calotte glaciaire fond, eh bien, on va avoir une rupture à nouveau de l'équilibre avec un soulèvement de la lithosphère qui va avoir tendance à reprendre sa forme initiale et donc un rééquilibrage isostatique sous forme de surrection. Donc retenez bien ces deux mots qui peuvent être très utiles à pouvoir placer dans une copie ou à l'oral. Donc c'est ce qu'on appelle le rebond isostatique post-glaciaire. Maintenant la question c'est la subsidence, c'est-à-dire que on sait qu'on a un glacier de 3 km, on sait que ça a fait subsider la lithosphère à l'intérieur de la sténosphère. La question c'est d'une part de combien la lithosphère a subsidé et deuxièmement de combien on peut s'attendre, à combien on peut s'attendre de la surrection actuelle qui se produit de environ quelques millimètres par an. Alors le principe d'Archimède va nous servir puisque on a déjà pris l'exemple du bateau, mais on voit bien que il s'agit de comme si donc la lithosphère flottait sur la sténosphère, donc on va pouvoir par analogie, utiliser le principe d'Archimède. Le principe d'Archimède, pour rappel, c'est tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale, équivalente au poids de l'eau déplacée.
Donc ici, si on a un équilibre, hein, bien sûr, si seulement il est valable en cas d'équilibre, cette force est suffisante pour pouvoir maintenir l'objet en flottaison. Donc on a ici un équilibre entre Fp et Fa, c'est-à-dire la force liée à la masse et la force liée à la poussée d'Archimède. Cette poussée d'Archimède peut d'ailleurs, à titre de anecdote, servir d'expérience artistique, puisque ici un article du Télégramme nous montre qu'il est possible de créer des bateaux en granit, un granit de 3 tonnes, du moment que le déplacement de l'eau a été suffisant pour créer une poussée d'Archimède équivalente à cette masse de 3 tonnes plus les personnes qui sont dessus, eh bien ça suffit à faire flotter le bateau. Donc par principe, on va définir, nous, en géologie, pour pouvoir faire nos calculs, une surface, dite surface de compensation. Nous avons vu tout à l'heure que l'isostasie définit le fait que, en tout point en profondeur, la pression est la même liée à la masse qui se trouve au-dessus. Et bien ici, nous allons pouvoir définir une verticale qui s'appelle une surface de compensation, sous laquelle tous ces objets en équilibre, la masse est la même. C'est-à-dire que si nous prenons des objets qui ont à peu près le même volume, enfin qui ont le même volume, qui n'ont pas obligatoirement la même masse, hein, puisqu'il y en a une qui est plus lourde, mais qui quand même va suffire en termes de volume d'eau déplacé, et bien si on prend toute cette colonne d'eau plus objet, eau plus objet plus eau, eau plus objet plus eau, ici au niveau de la surface de compensation, on considère par principe que la pression est la même, c'est-à-dire la masse de toute cette colonne, de toute cette colonne et de toute cette colonne est identique. Cet exemple peut être utilisé, encore une fois, en analogie avec le bateau. Ce bateau fait plus de 100 000 tonnes. Eh bien, c'est pas parce que des petits poissons passent sous le bateau ou le bateau passe au-dessus des poissons, mettons à 50 mètres pour éviter toute anecdote liée au fait que les poissons, une fois qu'ils passent dans les hélices, vont effectivement ne pas beaucoup survivre. On va dire que les poissons qui sont à 50 mètres sous le bateau ne sont pas écrasés par le bateau. La pression à leur niveau, que ce soit avant, pendant ou après le passage du bateau, elle sera toujours la même et les animaux ne seront pas plus écrasés que ça. La pression à leur niveau est toujours la même. Donc, ce qui nous fait dire que la pression, si la surface est à peu près la même, là c'est important puisque l'idée c'est qu'on va pouvoir comparer des objets ou des colonnes à surface identique. La surface, la masse sous la colonne A sera égale à la masse sous la colonne B sera égale à la masse sous la colonne C. Encore une fois, à même surface. Eh bien, on va pouvoir maintenant appliquer ce principe à notre évaluation de la subsidence de la lithosphère continentale à l'intérieur du manteau asténosphérique. Nous avons, pour décrire la surcharge, qui est donc un glacier d'une hauteur h, qu'on a évalué environ à 3 km, les paléontologues l'ont évalué à 3 mètres, à 3 km, déprime la densité, qui est d'environ 0,9, puis une croûte de 30 km qui est la même, qui ne se fait pas écraser elle-même, qui est rigide, qui garde son épaisseur, donc elle sera de 30 km avec une densité de 2,7. En dessous, pareil, le manteau lithosphérique garde son épaisseur, 70 km, avec une densité de 3,3. Et il s'enfonce d'une hauteur h, et c'est ça qu'il va nous falloir calculer, d'une hauteur petite h à l'intérieur du manteau asténosphérique, dont la hauteur n'est pas importante, puisque ce qui nous importe, c'est cette petite hauteur h de manteau asténosphérique de densité 3,25. Donc on va utiliser ce principe qu'on a déjà utilisé tout à l'heure autour d'Archimède, c'est-à-dire qu'on va rappeler, on va utiliser des surfaces S qui sont identiques. On peut composer une surface de compensation qu'on va mettre pour simplifier les calculs. On pourrait la mettre plus bas, hein, mais nous on va la mettre à ce niveau-là, juste en dessous de la colonne A, de manière à n'avoir euh, d'autres paramètres que ce que l'on peut connaître. Donc ça va nous permettre de calculer le petit h, c'est-à-dire la subsidence. Alors, les éléments de calcul sont d'abord la masse volumique. On a parlé tout à l'heure, on vous présente tout à l'heure les densités, mais normalement, il faut utiliser la masse volumique puisque c'est le seul paramètre qui est lié à la masse, puisque l'objectif, ça va être à un moment donné de pouvoir calculer la masse. Donc, ρ, la masse volumique, est égale à masse divisée par volume, et qui permet effectivement d'accéder à la masse. Masse égale ρ fois V.
Pour un parallélépipède, on va pouvoir utiliser la surface S, qui est quelque chose d'assez simple, qui est la surface à la base, soit d'un parallélépipède, soit d'un tube. Et donc, on va pouvoir dire que M égale SHV multiplié par ρ. Pour rappel, on a un petit souci en géologie, c'est que nos roches, quand on veut calculer la masse volumique, elles ont un volume très variable. Un caillou n'a pas, c'est pas un joli petit cube. On ramasse une roche et puis sur le terrain, et puis quand on veut en calculer la masse volumique, on va passer par la densité. C'est-à-dire qu'on va mesurer le volume d'eau déplacé par la roche. Donc, on va utiliser la densité et qui nous permet de simplifier, puisque la densité est égale à la masse volumique de la roche divisée par la masse volumique de l'eau, et que la masse volumique de l'eau est égale à 1 kg par décimètre cube. Donc le 1 on va simplifier et on va donner l'équivalence entre la masse volumique de la roche et la densité de la roche. C'est une simplification, mais qui marche, qui est tout à fait valable, puisque compte tenu de ce qu'on vient de dire. Donc on va utiliser les densités qu'on a déjà décrites et qui sont rappelées ici. Donc on arrive à la masse de la colonne A. La masse de colonne A, on a la masse du glacier qui est ici, on a la masse de la croûte qui est ici, et puis la masse de la lithosphère qui est ici. Donc voilà les trois blocs rocheux, enfin pas rocheux pour le glacier, mais les trois blocs qui vont être pesés sur ces points qui se trouvent ici. Donc en dessous de la colonne A. Pour la colonne B, eh bien, on va avoir uniquement la croûte, puis le manteau lithosphérique, et cette petite portion du manteau asténosphérique qui se trouve juste au-dessus de la surface de compensation avec la hauteur H, euh, qui est donc la fameuse hauteur de subsidence qui nous intéresse. Donc on est bien au-dessus de la surface de compensation. Pour le faire le calcul, donc on a donc décidé que, on le sait par principe que les masses de colonne A et masses de colonne B sont identiques du moment qu'on garde la même surface. On reprend les chiffres, les formules qu'on a vues tout à l'heure dans l'équation. Ici la colonne A, ici la colonne B. Si on choisit une surface identique S, eh bien tous les volumes, puisque le volume est égal à la surface multipliée par la hauteur, eh bien tous les volumes vont pouvoir être réduits à la hauteur simple, puisque dans chaque côté de l'équation, on va pouvoir enlever le S de tous les termes de l'équation. Il nous reste donc dans notre équation cette formule donc qu'on retrouve et qu'il est facile de retrouver. Et puis quand on continue à voir cette équation, on voit bien que ici on a un terme lié à la croûte, il est valable aussi dans la colonne B. Dans la colonne A, on a le terme lié au manteau lithosphérique, il est valable aussi de l'autre côté. Donc par simplification, on va pouvoir dire que h des' est égal à 3,25 petit h. Et puis comme nous connaissons HD', que nous connaissons D' et que nous connaissons la densité du manteau asténosphérique, eh bien il est facile de calculer H. H sera donc égal à environ 831 mètres. Ça veut dire donc que la subsidence, et il faut bien conclure, la subsidence est d'environ 831 mètres suite à la surcharge liée au glacier qu'il y avait lors de la dernière glaciation. Et que donc on peut estimer que la remontée de la surréaction actuelle du domaine continental dans cette zone-là, due à l'isostasie, va être encore de plusieurs mètres. Il faudra faire un calcul depuis combien de temps et la vitesse de remontée, tout ça avec les calculs GPS, mais ce n'est pas l'objet de ce cours. Voilà le résultat avec la subsidence de 831 mètres. En conclusion, donc, on va préciser quelque chose, c'est que la lithosphère flotte. Alors le mot flotte, je l'ai mis entre guillemets parce qu'on va revenir dessus. Cette notion de flottaison, elle est valable pour les bateaux, mais on va revoir ici, est-ce qu'on peut comparer la sténosphère à de l'eau? Non, bien sûr, mais néanmoins, en modélisant, on retrouve les mêmes effets, donc on verra ça tout à l'heure. On peut quand même continuer à parler du mot flottaison. Lorsqu'il y a une surcharge, eh bien, la lithosphère subit une subsidence, et quand la surcharge disparaît, va y avoir un réajustement isostatique avec une surrection, c'est-à-dire un soulèvement.
Et il est possible de calculer la hauteur des subsidences et on aura d'autres moments possibles de calcul de la remontée, de la subsidence ou de la surrection des densités des matériaux. Il faudra bien comprendre cette notion d'isostasie et la manière avec laquelle on calcule les subsidences et les surrections. Et puis le problème qui peut se poser, c'est voilà, comment on peut expliquer le fait, la notion de flottaison. C'est l'objet d'un TP, de quelque chose qui revient souvent dans les ECE et qui revient aussi dans les écrits du bac, c'est cette notion de expliquer l'origine du mouvement vertical. Et donc, on vous parle de GPS qui ont été positionnés. Donc là, on vous donne la Scandinavie, mais des fois, on vous donne aussi le Canada, d'expliquer le mouvement vertical du domaine continental. Et on vous rappelle que le principe d'isostasie pour vous rappeler que, pour vous donner un petit peu l'élément qui permet de rappeler le phénomène qui est en cours. Alors, on vous donne aussi la possibilité d'un matériau, on vous donne des morceaux de bois ou de Lego, on vous donne des glaçons, des règles, d'eau, lampes, tout ça pour pouvoir travailler sur les effets d'une surcharge. Et c'est ça en fait la modélisation d'une surcharge et d'une surrection après la disparition de la surcharge. Donc pour faire le point sur la mise en œuvre de ce modèle que nous avons vu en TP, on rappelle que nous avons pris deux matériaux, un matériau qui est du bois et un matériau qui est du polystyrène. Bon, ça nous permet déjà de voir que, en fonction de la densité, de la masse volumique, hein, revenons à cette notion de masse volumique, en fonction de la masse volumique du matériau, l'enfoncement n'est pas le même. La masse volumique du polystyrène étant très faible par rapport au bois, eh bien, l'enfoncement n'est pas le même. Et la deuxième idée qu'on veut aussi mettre dans ce document pour envisager un petit peu tous les éléments qui permettent quand même de donner un certain nombre de pistes, c'est aussi la hauteur et donc la masse globale du matériau par rapport à ce matériau-ci, le B1 par rapport au B2, ben on voit que l'enfoncement sera plus important si l'épaisseur est plus importante. Bon, ça c'est une parenthèse. Nous avons donc ici un bac contenant de l'eau. Donc l'eau est censée représenter la sténosphère et ces éléments représentaient la lithosphère. Donc nous avons représenté aussi deux types de lithosphère, une lithosphère lourde et une lithosphère plus légère, plus dense et moins dense. Bon, ça nous rappellera peut-être différents éléments qu'on a déjà vus au niveau de la première S, de la densité de la lithosphère océanique. Ceci étant, une fois qu'on applique un glaçant, ben, on a un enfoncement du matériau qui n'est pas le même selon qu'on a du bois ou du polystyrène, et eh bien, on va assister à un enfoncement et bien sûr à une remontée à l'identique une fois que le glaçon aura fondu. C'est-à-dire que la baisse H sera exactement la même dans le cadre de la remontée une fois que le glaçon aura fondu. Donc on peut dire que rappeler dans notre modèle, hein, il faut bien rappeler dans notre modèle tous les éléments qui ont été utilisés et pourquoi. Ensuite, nous avons modélisé, nous, dans le cadre de notre travail, parce que c'était pertinent de modéliser deux types de densités, mais a priori au bac, on pourra vous demander juste une seule densité, avec uniquement du bout de bois, ou uniquement du Lego, ou uniquement du polystyrène, puisque notre objectif ici, c'est de modéliser l'isostasie du domaine continental, mais bon, nous avons pu enrichir notre analyse. Donc on observe qu'il y a une surcharge et que quand on enlève la surcharge, l'objet remonte après avoir été enfoncé dans l'eau. Conclusion, donc on observe bien et donc l'isostasie peut bien traduire ce que l'on observe avec une limite, c'est qu'effectivement, il faut expliquer pourquoi le fait que pourquoi une roche peut s'enfoncer dans une autre roche. Et en fait, il est apparu et il est clair que, comme pour un glacier, hein, puisqu'un glacier, on voit bien qu'un glacier descend au fur et à mesure le long des pentes des montagnes, et bien même si on ne le voit pas en instantané bouger, il bouge à l'état solide, hein, il ne fond pas, il est juste à l'état solide et il bouge. Et donc on peut faire cette analogie et qui a pu être faite et qu'on peut faire parce que on connaît les propriétés physiques des roches. Il est possible que on puisse dire que
le manteau flue. Ça s'appelle un fluage. Ça aussi, c'est un terme tout à fait pertinent à réutiliser dans une copie. Même s'il n'est pas liquide, il se déplace et donc il est possible, même si ce déplacement est de quelques millimètres par an, donc il est très très lent, à l'échelle géologique en milliers voire en millions d'années, le manteau bouge, donc il flue, il se déplace. Voilà pour cette première vidéo.